Bon, je vous remercie pour cette deuxième table ronde. J'accueille autour de la table Emmanuel Lavergne, qui est délégué national handicap au ministère des Armées, excusez-moi. Liwen Ailke, qui est enseignante d'anglais à Polytech, à l'université de Tours. Gönül Bassoda, qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Harmonie Mutuelle. Pascal Taffé, qui est responsable pédagogique au Greta, Val de Loire. Voilà, ouais. Et André Mazin, président d'AFG Autisme, que nous avons écouté tout à l'heure. Alors, j'avais envie d'introduire cette table ronde par l'idée, et pour faire un peu le lien avec ce qui a été dit précédemment, que l'inclusion, elle est l'affaire de tous. On l'a bien vu, on l'a démontré. Il s'agit d'une volonté et d'un engagement général basé sur une meilleure compréhension et une acceptation de l'autisme sur le lieu de formation comme sur le lieu de travail. Cela nécessite plusieurs choses: de démystifier les préjugés et les idées préconçues qui entourent l'autisme, de rendre les formations et les demandes d'emploi accessibles, d'utiliser le job coaching comme type de soutien, on l'a vu, c'est efficace, André nous l'a montré, prendre le temps nécessaire, et j'y tiens, et appliquer les moyens de communication efficaces, privilégier une approche personnalisée, mobiliser les équipes dans leur ensemble, parce que pour le soutien et l'accompagnement, on a besoin de tous, sur le lieu de travail comme sur le lieu de formation, à l'université comme dans les écoles, et réévaluer régulièrement les ajustements auprès de la personne autiste. On l'a vu, on l'a évoqué, mais ça me semblait important d'y revenir. Je vais donner la parole à Madame Lavergne, et peut-être pour commencer, vous pouvez nous faire des retours d'expérience sur comment se passe l'accueil des personnes autistes et les adaptations que vous mettez en œuvre, et les freins et les obstacles que vous rencontrez, et ce que vous souhaiteriez améliorer. Oui, donc c'est une vaste question, et en fait il y a pas une seule réponse. Oui, vous m'entendez bien là? Oui. Comment se passe l'accueil des personnes autistes? Alors il y a la meilleure des situations et puis la pire aussi. Je vais décrire les deux. Donc je commence par la meilleure. Dans la meilleure des situations, eh bien, avant même l'arrivée de la personne autiste, donc il y a une information qui est donnée. La personne s'est présentée, elle a été identifiée comme étant une personne autiste, et la décision de recrutement a été prise par un recruteur qui est averti, qui est informé, qui est prêt à mettre en place les conditions pour que tout se passe bien. Donc nous travaillons ensemble avec les recruteurs, avec les membres du réseau handicap, pour qu'il y ait un accompagnement de l'arrivée, pour l'insertion de la personne autiste. Donc avant même son affectation, quand c'est possible, il y a un prestataire qui intervient sur le lieu de travail pour sensibiliser le manager et puis l'équipe au sujet de l'autisme et aux particularités des personnes autistes Asperger. Donc ça c'est bon, dans le meilleur des cas, ça se passe comme ça. Et une fois que la personne est arrivée, il y a tout un programme d'accueil de la personne, avec un suivi par un référent externe, en relation avec le manager, en relation avec l'équipe, des points réguliers sur le site, à distance, assez rapprochés pendant au moins le premier mois, de façon à s'assurer que tout se passe bien, que l'activité telle qu'elle est définie convient à la personne, de façon à pouvoir réajuster s'il y a d'éventuelles difficultés. Et puis au bout de ce premier mois, il y a encore un suivi, mais là cette fois-ci beaucoup plus espacé, avec des échanges avec ce job coach externe, la personne
personne en question, la personne autiste, et puis son supérieur hiérarchique, et ça peut durer jusqu'à 6 mois ou plus si ça paraît nécessaire, avec un point qui est fait régulièrement et avec un délégué handicap régional qui est informé de ce suivi. Donc ça, c'est dans les meilleures des situations que ça se passe comme ça. Ça se passe parfois moins bien que ça. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, comme beaucoup d'employeurs de la fonction publique, on ne recrute pas que des personnes par contrat, on recrute aussi des personnes par la voie de concours, et parfois, donc, on apprend plus ou moins tôt, après l'affectation de la personne du lauréat du concours, que la personne est autiste. Alors, soit parce qu'elle l'a fait savoir quand elle arrive, ou soit parce qu'on l'a appris un petit peu plus tard, parce qu'elle l'a dit, mais tardivement, ou tout simplement, oui, parce que c'est l'employeur qui s'en est rendu compte, ça n'a pas été dit, mais finalement, il a demandé l'avis d'un spécialiste, d'un expert, et puis finalement, on apprend que la personne est autiste, mais elle est arrivée déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parfois ça s'est pas très bien passé parce que les collègues, le manager ne comprennent pas trop ses réactions, son comportement, on comprend pas pourquoi, quelles sont ses difficultés d'adaptation, et souvent, c'est comme ça que nous, dans le réseau handicap, nous sommes informés, on nous alerte en nous dit il y a quelque chose à faire. Et là, nous recherchons des possibilités d'accompagnement, mais au bout de quelques mois, plus on laisse passer du temps, plus la situation a pu se dégrader des fois, et les relations avec le manager ou le collectif de travail ont pu se dégrader, et plus ça devient difficile. Des fois, il faut même chercher une autre affectation pour la personne. Quand il s'agit d'un fonctionnaire qui a été recruté par la voie de concours, il a une période de stage avant la titularisation. Bien, il arrive quelquefois que cette période de stage, elle doit être renouvelée. Donc, il y a une nouvelle période de stage d'1 an. Si l'on peut dans un autre contexte, dans un contexte un peu mieux adapté, avec une préparation cette fois-ci, pour que la deuxième période de stage se passe bien et qu'elle puisse aboutir à une titularisation. Donc voilà, selon les cas, selon la façon dont la personne a été recrutée, selon la date à laquelle on a été informé de la situation d'autisme, ça se passe plus ou moins bien, et effectivement, pour que ça se passe bien, il faut pouvoir anticiper, et c'est pas toujours le cas. C'est pour ça aussi que nous communiquons, nous faisons beaucoup de sensibilisation sur le sujet des handicaps, et puis notamment de l'autisme, à la fois pour que les managers, les collègues et même les agents eux-mêmes qui sont en situation d'être d'autisme, puissent alerter et faire part de leurs besoins le plus tôt possible pour que des accompagnements puissent être mis en place. Voilà. Merci. Donc, vous abordez l'idée de divulgation du diagnostic d'autisme. On comprend qu'il n'est pas forcément pas facile. Certaines personnes autistes ont peur d'être stigmatisées, à juste titre, ou pas, parfois. Et je pense que cette divulgation, elle se fera de façon plus efficace si les entreprises mettent en place quelque chose un système rassurant et une approche qualitative de cette divulgation. C'est pour ça que je voulais donner la parole maintenant à Liwen Alquier. Vous êtes enseignante d'anglais à Polytech. Et en concernant cette divulgation, vous avez un retour d'expérience, puisque vous avez eu ou par le passé ou encore aujourd'hui des étudiants avec des particularités du spectre de l'autisme. Et vous n'êtes pas, vous les enseignants, vous n'êtes pas toujours mis au courant de ça, et vous avez pu... Pas du tout au courant. Voilà, donc je vous laisse exprimer votre... Oui, je travaille à l'université à Polytech Tours. J'ai eu quelques étudiants autistes. Les professeurs, on n'est pas du tout au courant.
il y a ces étudiants-là en cours. La première fois, l'an dernier, j'ai eu un étudiant qui est dans mon cours. Comment il faut dire ça? Au début, parce que ce groupe, c'est un niveau assez élevé. Les étudiants, ils sont forts en anglais. Et puis, tout le monde en parle. Donc, j'ai essayé de juste choisir quelques étudiants qui parlent moins pour lire ou répondre. Et donc, j'ai choisi cet étudiant parce qu'il parle pas. Et il me regarde pas. Il répond pas. Il lit pas. Donc, j'ai insisté un petit peu. Je dis, encore une fois, vous pouvez lire la question et répondre. Il répond pas. Il ne me regarde pas. Et il a tourné sa tête. Et du coup, il me regardait tout petit peu. À ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et puis, j'ai pas insisté. J'ai passé aux étudiants suivants. Et après le cours, il y a quelques étudiants, ils sont venus me voir pour me dire que madame, lui, il n'a pas dit il est autiste ou il est quoi, mais il dit il est spécial. Ouais, il est spécial. Mais j'ai constaté aussi, je vois, il est différent que les autres. Hein, et donc, je dis pas, il n'y a pas de souci et tout. Mais moi, j'aimerais que les professeurs soient informés. Mais là, il y a un blocage à l'université. Je ne sais pas ailleurs. Nous, la SSU, nous transmet les préconisations. Et après, c'est un secret médical. On ne peut pas savoir un étudiant. On peut juste savoir certains étudiants, ils sont tiers-temps. On a besoin de fournir certains aménagements pour qu'ils passent certaines épreuves d'examen. Mais comme autiste, on ne peut pas savoir. On ne peut pas avoir un papier officiel pour nous dire que cet étudiant, il ou elle, est autiste. Et juste, je pense que dans ce cas-là, ça peut être embêtant. Si le prof ou la prof, il ou elle est assez sensible, on peut observer cet étudiant, il ou elle, il est différent. Sinon, on ne peut pas savoir. Et cet étudiant-là, j'ai un temps de parler un petit peu encore. Je fais attention. Parce que lui, dans mon cours d'anglais, donc ça s'est très bien passé. Il y a d'autres choses, peut-être je vais parler un peu plus tard. Mais dans son cours de spécialité, apparemment, une prof, je la connais pas, cette collègue, elle est de l'extérieur. Et elle n'a pas accepté au début. Il avait beaucoup de mal à accepter. Il dit que, mais pourquoi lui, il ne peut pas faire la présentation devant tout le monde? Moi, je ne peux pas accepter un étudiant qui est comme ça. Il doit passer la présentation comme tout le monde. Et là, il a beaucoup de mal. Et heureusement, lui, il est chanceux. Il a beaucoup d'amis autour de lui donner un coup de main, essayer de communiquer avec les professeurs. Donc, ses amis, ils ont communiqué beaucoup avec cette professeure. Donc, finalement, il a compris qu'il est autiste. Donc, du coup, on a trouvé une autre solution pour qu'il passe à la présentation. Ça, c'est le blocage qu'on a à l'université. Oui, donc on voit bien que cette méconnaissance en amont, elle peut être un frein pour mettre les adaptations et comprendre et éviter les malentendus. Je vais me tourner vers Pascal parce que qui est référente pédagogique au Greta et qui a accompagné qui a eu dans ses cours, vous avez eu dans votre des étudiants autistes et vous le saviez. Et vous aviez pu mettre en place des choses. Donc on va pouvoir voir comment on peut aménager les choses quand on est au courant. Voilà, on a eu effectivement deux cas de figure, des stagiaires, des apprenants qui n'ont pas souhaité dire qu'ils étaient autistes,
qu'on a découvert au fur et à mesure, hein, et on a pu les aider. En revanche, on en a accompagné 3 qui d'emblée ont annoncé leurs particularités. Je pense notamment à Eric et Dany. Et comme on a pu le savoir avant, on a pu anticiper les choses. Vous parliez tout à l'heure, Madame Lavenne, d'anticipation. Je pense que c'est le mot-clé pour l'accompagnement des personnes en trouble du spectre autistique. Il faut qu'on puisse anticiper chaque action pour éviter de les mettre en stress. Donc l'action d'anticipation, ça se mettait en place sur l'équipe pédagogique qui a été informée, qui a été formée aussi. On a eu la chance d'être accompagnés. Alors, je vais faire la promotion de Françoise. Mais Françoise nous a accompagnés, était notre aide humaine, hein, notamment pour Eric. Donc, elle a eu quelques réunions pédagogiques avec nous, avec les équipes de formateurs, pour que chaque personne impliquée dans la formation puisse avoir la bonne réaction, la bonne attitude et le bon accompagnement ciblé pour Eric. Pour les autres, c'était encore différent. Mais pour Eric, c'était un besoin particulier. On a dû travailler sur un emploi du temps qui était extrêmement figé pour lui, puisque toute nouveauté était compliquée. Donc, on a mis en place des outils numériques pour qu'en avance, il puisse anticiper les choses. C'était compliqué parce qu'on avait des séquences en distanciel et en présentiel. Et pour notre Eric, il a fallu qu'il appréhende cette nouvelle façon de travailler, qui était encore différente, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Il est parti en alternance et en entreprise, c'était encore différent, avec un accompagnement encore différent. Mais pour nous, ce qui a été le plus valorisant, tant la réussite d'Eric, bien évidemment, que la réussite de cet accompagnement où on a pu être à son écoute sans être dans la complainte. Et ça, moi, j'insiste aussi là-dessus. On les plaint pas, on les accompagne pour qu'ils puissent réussir et réussir leur insertion, leur reconversion professionnelle. C'est un peu le mot-clé que je voulais donner particulièrement aujourd'hui et ce soir. Ce sont des personnes à part entière qui ont juste besoin qu'on se pose avec eux à un moment donné, à un instant clé, sur des étapes un peu particulières. Tout à l'heure, vous parliez d'accompagnement et notamment d'aménagement sur les examens. Pour Eric, il a eu 3 situations d'examen qui ont, pour la première, été extrêmement difficiles, où il a fallu qu'on réaménage les choses. Il devait passer ce qu'on appelle une certification Azure, hein, et il l'a passé une première fois chez lui à domicile. Il faut savoir que chez Azure, c'est très rigide, très figé comme examen. Vous devez regarder droit devant l'écran. Vous ne devez pas, oui, je vous vois sourire, mais c'était effectivement une contrainte. Vous deviez ne pas toucher votre visage, garder toujours cette visibilité, n'avoir personne dans l'entourage. Malheureusement, à ce moment-là, il était à domicile. Son père est passé dans la pièce, ce qui a invalidé la certification. Ça lui a occasionné vraiment énormément de stress et on a retravaillé là-dessus avec notamment Françoise et puis Olivier Rouet, qui est conseiller en formation professionnelle au Greta. Et on a trouvé ce qu'on appelle un centre Pearson View, où Eric a pu repasser son examen dans des conditions d'accompagnement beaucoup plus sereines. Ça a été une première adaptabilité qu'on a pu mettre en place. La deuxième, c'est il a dû passer, donc ça, il a eu 2 certifications, Azure a passé. Donc on n'a pas fait la même erreur sur la deuxième certification, puisque d'office il est parti sur un centre Pearson View. Et la situation d'examen, donc sur la validation de son titre professionnel développeur en intelligence artificielle, on lui a présenté la salle, on lui a présenté en amont tous les outils. Il a pu s'exercer à plusieurs reprises pour que quand il est passé devant le jury de professionnels, c'était beaucoup plus confortable pour lui. Et on a accepté, on a demandé la validation du certificateur. On a fait passer Eric en premier pour que ce stress ne soit pas trop important et le temps d'attente, puisqu'il faut savoir que dans le cadre de notre habilitation, c'est un tirage au sort normalement. Et donc, il pouvait très bien passer en 16e position, comme en première, comme en milieu. Donc, on a eu cette dérogation, cette adaptabilité, toujours en lien avec Eric. On ne lui a jamais rien imposé. Ça a toujours été un dialogue avec lui, d'adaptabilité, d'écoute. Il savait qu'ici, à MAM, puisque la formation se passait à MAM, il y a ce qu'on appelle des cabines insonorisées. Vous pourrez les voir. Hein, ce sont des endroits où vous pouvez vous isoler et vous n'entendez plus rien. Et lui, il avait pris cette habitude, quand il sentait qu'il était trop stimulé, il avait pris l'habitude de partir, de se mettre dans sa cabane, de rester 15 minutes, 20 minutes, de reposer son esprit et de revenir. Et il avait, et j'en terminerai là pour pas être trop longue, Françoise, il avait pris l'habitude de beaucoup discuter avec son groupe,
qui, et on l'a dit, l'accompagnement, l'entraide, hein, il l'a vécu, Eric, mais ça a été le cas de Sylvain, de Dany, de toutes ces personnes qu'on a suivies. À chaque fois qu'ils ont pu énoncer leur autisme, ça a permis de déverrouiller des blocages, hein, puisque le comportement inhabituel, hein, peut créer des blocages chez tout à chacun. Et de l'annoncer, ça a démystifié aussi beaucoup de choses, et l'entraide a été énormément importante. Donc, on a adapté, on a dialogué, on a anticipé, on a accepté des choses, mais on a été aidé tant par l'extérieur. La GFIP aussi, hein, nous a aidé pour certains. Dany a eu des aménagements aussi physiques spécifiques. Vous parliez, Madame, tout à l'heure d'hypersensibilité au niveau de... c'est vous, je crois, sur les écrans où c'était compliqué. Dany, on a adapté son poste de travail, tant chez lui qu'en entreprise, pour qu'il puisse suivre la formation de manière la plus sereine, la moins stressante et fatigante possible. Alors, ça demande de l'énergie, mais c'est un challenge qu'on a relevé, et on continue, puisque dans notre nouvelle formation, on a aussi une personne en situation d'autisme qui est encore différente, hein, des autres, mais on s'adapte. Et on est très heureux de pouvoir au moins mettre cette petite pierre dans l'insertion du monde plus tard de l'emploi. Donc, on le sait tous, il existe un lien évident entre le niveau d'études et le taux d'emploi par la suite. L'éducation est donc importante pour l'obtention et le maintien en emploi. Et surtout d'un emploi stable. Donc, on a le retour d'expérience de ça, et on voit la nécessité sans doute de créer des liens entre l'université, les écoles de formation et les entreprises, pour préparer la transition entre la fin des études, et j'irais même peut-être un peu en amont, parce que je pense que c'est pour l'observer. C'est quelque chose de récurrent. Souvent, les personnes autistes ne choisissent pas. C'est quelque chose qu'elles ne savent pas faire, le choix, déjà, de base. Mais on choisit pour elles, souvent. Et donc, elles prennent des voies, et après, son reste dedans sans que ça corresponde vraiment à un réel désir. Donc, je pense que si on pouvait mettre des liens plus précoces entre les centres de formation, l'université, les écoles et le milieu des entreprises, on arriverait peut-être à mieux coller à ce qui va à ces personnes et à leurs souhaits intimes. Donc, je vais donner la parole à Madame Bassoda d'Harmonie Mutuelle. Peut-être que vous, est-ce que vous trouvez que ces liens sont assez développés entre l'université, les écoles et les entreprises? Parce que quand on a préparé cette table ronde, je me souviens, vous disiez que ça nécessitait d'être renforcé, peut-être pour pouvoir accueillir en stage et être plus à même de comprendre ce qu'il y a à faire. Merci. Vous le mettiez comme ça, je crois. Du coup, je vais reprendre... je vais resituer peut-être Harmonie Mutuelle. Donc, Harmonie Mutuelle, première entreprise mutualiste de France. Nous sommes entreprise mutualiste à mission depuis 2021, et nous avons un engagement d'accompagnement du handicap et de la diversité. Donc, on travaille sur les différents axes. Et donc, plus particulièrement, moi, je suis responsable de la cybersécurité, responsable sécurité des systèmes d'information. Et effectivement, on a un besoin important en matière de recrutement. Et on recherche des talents. Donc avant de rechercher des personnes, on recherche des talents, des potentiels, et on cherche à valoriser des potentiels tout au long d'un parcours. Et effectivement, aujourd'hui, le lien entre l'école, les formations, l'entreprise mériterait d'être un peu renforcé, de manière à pouvoir créer en fait des passerelles, parce qu'on a longuement discuté précédemment sur comment on recrute, et sur des fiches de mission ou sur les différents profils. Et je dirais que le parcours au global n'est pas évident en termes d'accompagnement pour un employeur, de manière à pouvoir, dans un secteur aussi en fait
en pénurie de talents que de réussir à trouver tous les talents dont on a besoin. Donc il y a eu plusieurs exemples effectivement, on peut rechercher des différentes personnes pour découper différentes actions en différentes missions, mais je dirais que le partenariat en fait reste encore à construire et à développer. Et pour rebondir, parce que vous serez la mieux à même d'expliquer toute cette diversité, et on l'a vu avec Thierry Zimmer en première table ronde, toute cette diversité de compétences requises dans les métiers de la sécurité, de la cybersécurité, et vous avez évoqué des difficultés actuellement de recrutement, donc et la nécessité pour les entreprises de s'adapter à des nouveaux profils, notamment des reconversions, comme vous le disiez, comme vous me l'avez dit. Et donc peut-être au-delà des sacro-saints diplômes, puisqu'on parle de formation, est-ce que il n'y a pas une nécessité de mieux s'adapter avec des micro-évaluations, des micro-certifications tout au long du parcours après l'insertion professionnelle? Comment Harmonie Mutuelle pourrait s'adapter à ça pour faire cette façon? Et après, on demandera à André Mazin qui rebondira là-dessus. Mais pour vous, Harmonie Mutuelle et les entreprises en général, puisque vous les représentez, comment elles pourraient s'adapter pour créer ce système d'acceptation de profils différents et de remodelage de l'insertion et du maintien dans l'emploi avec ces certifications progressives? Je pense que un des vecteurs qui peut permettre ce partenariat, c'est l'apprentissage. Donc aujourd'hui, je pense que c'est encore une pépite qu'on exploite peu finalement. L'apprentissage et qui permettrait justement de nouer ce partenariat et faciliter l'expérience, puisque il y a malgré tout différents types de handicaps. Et les personnes autistes, leurs particularités ne sont pas forcément bien connues par les managers, puisque les managers encadrent et ils sont là pour servir la performance de l'entreprise, tout en permettant de valoriser des talents. Donc toute la difficulté, en fait, c'est de réussir à créer des opportunités de tests, de lieux d'accueil, pour permettre en fait on parlait d'innovation, mais c'est tout à fait cela. C'est innovant, mais à la fois c'est très ancien, je dirais aussi, puisque l'apprentissage est un vieux métier aussi. Donc voilà, je dirais que ce partenariat et ces essais mériteraient d'être développés. Bien sûr. Pardon Françoise, mais on a eu cette expérience justement sur l'alternance avec l'intelligence artificielle chez FAFTIM. Ils ont pris une personne en situation d'autisme et la valeur ajoutée, il y en a eu deux. Il y a eu effectivement l'aide humaine avec Françoise qui l'a accompagnée tout au long de son alternance, mais on a eu aussi Ricardo Cohen, je le nomme parce qu'il a pris ce temps. Donc c'était le professionnel qui devait encadrer l'alternant. Et il a pris ce temps de reformuler chaque étape. Eric avait 5 livrables à produire pour son examen. Et comme il ne comprenait pas, il n'anticipait pas et il avait du mal à reformuler les attendus de ces livrables, on a eu 5 échanges pour chacun des livrables avec le tuteur en entreprise qui l'a accompagné étape après étape pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout de sa certification. Et moi, je pense que si Ricardo n'avait pas été présent, Eric aurait été peut-être plus en échec, plus en difficulté à la fin de son parcours. Donc la relation justement sur l'alternance, je parle pas que d'apprentissage, je vais parler d'alternance, la relation entre l'entreprise et puis l'alternant est absolument indispensable si à l'intérieur de l'entreprise on identifie un tuteur et il y a un référent de parcours, donc dans le cas présent c'était moi la coordinatrice, mais un référent qui puisse faire ces liens quadripartites, c'est indispensable.
Oui, et donc cette intervention est tout à fait pertinente à ce moment de notre table ronde parce que il y a plusieurs éléments et c'est pas André qui va dire le contraire. Il y a l'anticipation, la préparation, l'interdisciplinarité et surtout l'investissement humain, le temps humain dédié comme je le nomme, qui est crucial. Et le temps accordé aussi, le temps humain, mais le temps qui défile, le temps à accorder, à laisser faire les choses se dérouler naturellement, et le job coaching qui est très important. Vous l'avez montré, donc vous avez des retours d'expérience tout à fait clairs là-dessus. Oui, alors d'abord, je suis un peu frustré parce que je suis quelqu'un d'impatient en permanence. J'aimerais que les choses aillent toujours plus vite. Mais je vais revenir sur quelques points qu'on a évoqués juste avant de répondre à cette question-là. D'abord, il faut savoir que ce soit la personne qui a un handicap particulier, ou que ce soit l'employeur, il y a toujours un moyen de les accompagner, de les aider. D'accord? Dans la fonction publique, donc ça va être le FIPH-CFP qui va financer des aides humaines ou des aides techniques, d'accord. Et dans le privé, dans les boîtes privées, ça va être la GFIP, d'accord. Donc souvent, il y a un rejet parce qu'on ne sait pas trop. Il y a déjà la crainte du handicap, d'un côté comme l'autre, mais aussi les moyens. Des fois, on se dit ouais, mais comment financer le job coaching, par exemple, qu'on va mettre en place. Mais ça, c'est pas un problème en réalité. Ah bien sûr que ça reste limité. C'est pas open bar, bien sûr, mais non, mais justement, c'est là où toute la relation humaine est importante, parce que l'accompagnement qu'on va avoir avec l'entreprise et l'intéressé qu'on va amener sur le travail, eh bien, c'est le rôle justement de la personne qui accompagne, de faire cette interface-là, de reformuler s'il y a besoin. C'est ce que vous avez expliqué. Et donc ça, c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on est vraiment dans un développement collectif. Voilà, et c'est ce collectif-là qui fait que ça va marcher. Et c'est pas parce que c'est tel ou tel éducateur qui va être là que ça va marcher mieux. Donc ça, c'est important d'avoir ce prérequis-là. Une autre chose sur laquelle je veux revenir, c'est que si on n'identifie pas officiellement que cette personne-là a une difficulté, donc un handicap qui est reconnu, d'accord, on peut pas l'aider. C'est clair. Enfin moi, je considère que je suis dans l'incapacité d'aider quelqu'un s'il n'y a pas officiellement une reconnaissance. Et donc là, on passe par la MDPH qui va reconnaître ou pas le handicap. Alors, je fais partie maintenant des plus anciens, on va dire. Quand j'ai découvert le handicap de mon fils il y a 30 ans, la MDPH déjà, alors que c'est un autiste de très bas niveau, elle lui donnait 50%. Vous voyez, là aujourd'hui, on se dit on marche sur la tête, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont un niveau d'handicap qui est très largement reconnu. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas une difficulté. Par contre, c'est une difficulté administrative parce que ça prend du temps. Voilà, donc il faut que la personne qui recherche un travail, si jamais elle a une difficulté, il faut qu'elle le dise. Et c'est pas tabou, parce que si elle le dit, si elle a un document officiel qui le reconnaît, d'accord. Voilà. Après, je comprends la situation des enseignants. Hein. Là aussi, c'est une culture à faire changer, parce que dans l'école, eh ben oui, il faut savoir qui a à en connaître. D'accord? Si jamais vous avez des élèves qui ont des difficultés, eh bien, si vous le savez pas, vous êtes mis en difficulté. Donc, c'est votre hiérarchie. Si vous voulez, parce que bon, il y a un médecin scolaire. Je crois que dans l'éducation nationale, il y a des médecins scolaires. D'accord? Eh bien, c'est à eux, si vous voulez. Eh oui, c'est vertical, quoi. Mais, eh oui, mais voilà. Donc, c'est là où il ne doit pas y avoir de clivage. Parce que vous avez à en connaître. D'accord? Nous, dans nos structures médico-sociales, les éducateurs, ils sont pas médecins. Pour autant, le médecin a pour rôle de donner aux éducateurs la partie du médical qui les concerne parce que ça va impacter la prise en charge, donc l'accompagnement. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important. Si on n'a pas l'analyse de la personnalité, autant du manager que du manager, entre guillemets, je sais pas comment il faut l'employer, mais du coup, on n'arrivera pas à faire le job qui fait que l'interface va marcher. Voilà, c'est vraiment important. Voilà. Donc ça, c'était pour revenir un peu sur les sujets d'avant. Et puis, je sais plus quelle était votre question, Françoise. J'avais
J'avais parlé c'est un peu ça. J'avais parlé de l'anticipation nécessaire et du temps humain dédié. Ouais, c'est-à-dire de passer du temps qui finalement n'est pas gaspillé puisqu'on s'y retrouve après et c'est au bénéfice de tous parce que ça crée. Moi, je l'ai vu. J'ai des expériences en ces termes où ça crée une dynamique de groupe qui est fort valorisable pour l'entreprise. Parce qu'après, ça crée des relations autres. Exactement. Alors ça, c'est vrai que dans le principe de dynamique de groupe, le fait de recruter, alors moi j'ai l'expérience d'une personne Asperger, mais ça peut être vrai pour d'autres handicaps. Hein. C'est pas limité à l'autisme. Mais le fait de recruter une personne un peu différente, eh bien, les gens vont être beaucoup plus sensibles à l'autre. D'accord? Parce qu'on va les former là-dessus. Et du coup, ça va créer une dynamique collective qui va être différente. Voilà. Et puis après, on va voir aussi que tout le monde va progresser dans sa perception des problèmes. Parce que chacun va le voir avec un spectre différent, avec un regard différent. Et puis on a cette dynamique positive qui va se mettre en place, beaucoup plus bienveillant par rapport à l'autre. D'accord? Plutôt que si dans les pattes, on a plus d'entraide. On a plus ce qu'on appelle à l'armée l'esprit de corps. Hein. Voilà, l'esprit de corps, c'est on va aussi tirer le plus faible. Parce qu'il est peut-être plus faible en course, mais peut-être que dans d'autres domaines, il sera meilleur que moi. D'accord? Donc, bon, j'étais pas très bon sportif. Hein. Bon, mais voilà. Donc ça, cette dynamique de groupe, c'est important. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu dans l'équipe que j'avais jusqu'à il y a un an et demi. Le fait d'avoir recruté une personne Asperger, ça oblige aussi le manager à être plus rigoureux dans son management. D'accord? Donc, ce qui est bon pour la personne Asperger, l'est aussi pour les autres. Alors moi, comme je suis tombé dedans il y a une trentaine d'années, ça me paraît simple. Mais quand on fait la sensibilisation de nos officiers là-dessus, oui, ils prennent conscience que oui, c'est vrai que en réalité les autres aussi vont y gagner. D'accord? Donc c'est un aspect positif qui reste au global, quoi. Voilà. Et puis après, par rapport aux difficultés qui ont été évoquées tout à l'heure, parce que j'ai un peu l'esprit en escalier. C'est Alzheimer qui m'attaque un petit peu, mais le côté qu'on a pu évoquer tout à l'heure là entre la mise en place du télétravail il y a quelques années là, notamment notre camarade là de la SCOP qui évoquait qu'en 2017 ils avaient fait déjà du télétravail. Oui, voilà Benoît. Moi j'ai créé AFG en 2005. D'accord. Mon premier salarié c'était le directeur général. Le deuxième ça a été un secrétaire. Voilà. Et le troisième, c'était une cadre comptable que j'ai recruté à Montauban, vous voyez, à côté de Toulouse, et qui était en télétravail permanent. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des métiers qui se prêtent, si vous voulez, à ce que, où est le problème? Que la personne soit physiquement avec nous ou qu'elle soit à distance. Avec les visios qu'on a aujourd'hui, il n'y a aucun frein là-dessus. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où il faut se rencontrer, c'est vrai. Mais ça dépend comment on va gérer le problème, comment on va gérer l'activité. Voilà, donc c'est vrai que et ça c'est quelque chose qu'on sait faire dans l'armée parce qu'on a toujours cette dynamique de rétex. C'est-à-dire quand on fait une opération extérieure, par exemple, chaque fois qu'il y a des gens qui vont rentrer, on va analyser ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et donc c'est une démarche qualité en réalité. Voilà, mais dans l'armée on appelle ça rétex. Bon, donc retour d'expérience. Et donc le fait d'analyser tout ce qu'on a bien fait, c'est important parce que ça on va s'en resservir. Et puis tout ce qui a pété un peu moyen, ou là où on a mal fait, et que là on a pris des risques, eh bien ça surtout, on va éviter que ça arrive une deuxième fois. Et donc ça dans l'entreprise, cette démarche qualité, c'est une remise en question du fonctionnement quotidien en réalité. C'est pas parce qu'on fonctionne comme ça que il faut continuer à le faire, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer. Voilà. Et donc ça c'est important. Et ces personnes différentes nous obligent davantage à se poser la question. Voilà, parce que leur fonctionnement un peu atypique fait que on est plus vigilant. Et donc, ça va avoir un impact positif sur l'entreprise elle-même, sur son mode de fonctionnement. Voilà. Merci. Je voudrais revenir sur l'idée pour bien accompagner, il faut bien savoir à qui on a affaire et savoir comment il fonctionne. Et justement, dans l'idée de cette table ronde, j'avais aussi l'idée de créativité. Vous en avez parlé, André. Il faut être créatif, inventif, innover. On l'a dit, parce que si on reste avec les mêmes trucs vieux, on n'avance pas. Et je voudrais vous faire redonner la parole, Liwen, pour justement, vous ne le saviez pas.
Et vous avez, c'est pour ça, l'idée aussi, c'est de faire appel à des personnes qui ont des qualités interpersonnelles partout dans l'entreprise. Il y en a qui en ont des belles, et je pense qu'il faut les mobiliser, ces personnes-là. Et Liwen, vous avez mis en place vos qualités interpersonnelles parce que vous avez su vous adapter et vous avez répondu, je pense, tout à fait de façon adéquate à cet étudiant, notamment celui qui ne parle pas et qui est pourtant magnifiquement doué en anglais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place instinctivement, de fait de peut-être de votre parcours? J'ose en parler. Vous êtes taïwanaise. Vous avez eu ces difficultés quand vous êtes arrivée. Vous avez pareillement mal compris votre environnement, avec des malentendus, des difficultés d'adaptation, du stress, et peut-être, je sais pas, c'est une question que je me pose, est-ce que ces qualités interpersonnelles, elles viennent pas aussi de votre parcours qui peut vous rendre plus à même d'être à l'écoute de profils un peu singuliers? Alors là, Françoise, vous m'avez rappelé de l'époque un peu dure. Quand je suis arrivée en France, effectivement, c'était très dur parce que je savais dire que bonjour, bonsoir, merci et un gros mot. Je vais pas le répéter par contre. Donc la langue française, c'est une langue très belle. J'aime beaucoup la France, c'est pour ça que je suis venue. Par contre, j'ai souffert. Pour apprendre cette langue, c'est vraiment très très dur. Au niveau de la prononciation, il y a certains sons qui existent pas dans ma langue maternelle chinoise, non plus dans la langue anglaise. C'était vraiment dur, et la grammaire, c'est le cauchemar. Mais je suis vraiment heureuse maintenant. Je peux, même si je fais des fautes, même je prononce pas parfaitement, mais je suis heureuse de pouvoir parler cette très belle langue. Mais Françoise m'a rappelé quand j'ai arrivé en France pendant très longtemps, je pense que j'ai même fait une petite dépression parce que il y a des moments au début c'était comme des vacances et j'avais juste envie d'aller découvrir beaucoup de choses. Mais après j'ai eu beaucoup de difficultés pour me faire comprendre, aller voir le médecin. Elle m'a regardé, je la regardais, et je la comprends pas, mais j'étais malade. J'ai besoin qu'elle m'aide. En fait, c'est toute cette sensibilité que vous avez développée. Est-ce que vous pensez que vous puisez dedans actuellement pour avoir mis en place? Qu'avez-vous mis en place pour cet étudiant, par exemple, ou ces étudiants, qui peut-être vous a rappelé cette période difficile et qui instinctivement vous a fait mettre en place des choses adaptées à ces jeunes? Je pense que c'est possible, mais sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. Qu'est-ce que vous avez mis en place alors pour cet étudiant, vraiment concrètement, votre mode de communication avec lui qui diffère peut-être de certains collègues qui n'ont pas cette approche? Oui, effectivement, c'est un peu curieux. Après, je ne sais pas trop parce que j'ai juste accordé un peu plus d'attention. Je pense que j'ai aussi lui donné beaucoup de tolérance, on peut dire ça. Ça veut dire certains comportements et ces réactions, ils sont complètement différents que les autres, mais j'ai juste tout accepté. Et par contre, à ce moment-là, je ne pouvais pas connaître son niveau d'anglais parce qu'il disait pas un mot. Je sais qu'il est très doué en anglais par le score de son TOEIC. Le TOEIC, je ne sais pas, vous connaissez le thème. Il a B2, presque C1. Donc, il est très doué en anglais et pendant la présentation aussi. Je sais qu'il connaît beaucoup de choses, de vocabulaire, de phrasal verbs, ce genre de choses. Et pour répondre à la question de Françoise, je pense que je pense qu'il y a certaines choses, quand on a vécu, il y a toujours une influence en nous
et on se rend pas vraiment compte. Je pense que c'est Françoise, vous m'avez, je sais pas, oui, peut-être. Je pense que oui, parce que au début quand j'étais en France, le début quand je suis arrivée en France, j'avais beaucoup de mal à comprendre des gens quand je réponds au téléphone. J'ai peur, je suis timide aussi face aux gens, les Européens. Vous êtes tous pareils, parlez une langue que je ne comprends pas. Je suis très souvent dans le peur, en fait. Et quand je vois cet étudiant ou les autres, que j'ai pas eu que cet étudiant qui est autiste, je vois des valeurs, regards et un genre de attitude un peu timide. J'ai juste envie de lui rassurer, en fait, de lui dire, t'inquiète pas, tout va bien. Même si pour la présentation orale vous avez du mal, je peux toujours trouver une solution. C'est ce que j'ai fait sur le moment. Et ce qui est marrant, c'est que apparemment lui, il n'est jamais allé voir les professeurs et il est venu me voir et il m'a parlé. Ça me rassure. Donc, ça me rassure. Ça rebondit sur ce que disait Vanessa Varnier sur le sentiment d'appartenance et la confiance aussi, parce que je pense que la confiance instaurée, elle participe du fait que l'étudiant viendra plus vers l'enseignant qui lui inspire confiance. C'est pareil pour la divulgation. Si on instaure en entreprise une ambiance une atmosphère de confiance, la divulgation se fera plus et donc l'accompagnement se fera plus. Mais il y a autre chose qui est intéressant aussi, et vous l'avez signalé, c'est les pairs, les autres étudiants. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes spontanément développé une sorte d'accompagnement auprès de ce jeune qui ne parle pas beaucoup, voire pas du tout, et qui a autour de lui une cellule de pairs qui viennent l'épauler, un peu comme les poissons pilotes. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose de très important. Et je fais le rapprochement avec le transfert dans le milieu de l'entreprise. Je pense que le job coaching, il achèvera son rôle et sa finalité quand il aura joué son rôle plein et entier de transmission des connaissances, de l'accueil et de ce que c'est l'autisme, pour arriver on parle de littératie, pour que chacun s'en empare et qu'il y ait finalement plus besoin du job coach, qui soit juste là au cas où on a oublié un truc, mais et que ça se fasse spontanément et que tout le monde s'approprie pour être à l'écoute de l'autre. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus et ce que vous en pensez, mais c'est ce que vous avez finalement, André, présenté. Oui, en réalité, on le retrouve déjà on le retrouve dans les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, qui sont des dispositifs assez récents, qui ont été mis en place il y a 4-5 ans, les premiers. Donc ça, c'est vrai que la paire aidante, c'est-à-dire l'aide par les pairs qui ont le même mode de fonctionnement. Souvent, ils ont trouvé des stratégies, des fois par hasard. Voilà. Alors c'est pas forcément une stratégie qui sera bonne pour moi, qui sera bonne pour vous. Bon, mais pour autant, ils vont réfléchir un petit peu collectivement, un peu comme on voit dans un film que j'aime bien, parce qu'il y a des clichés que j'aime pas du tout sur l'autisme, mais il y en a que j'apprécie, comme Astrid et Raphaël. Astrid et Raphaël, un petit policier français, pour une fois qu'on a un truc français, parce que j'aime pas les Américains. Bon, ça c'était en passant. Là, si vous voulez, on voit que collectivement, quand ils réfléchissent entre eux, ils discutent, ils échangent sur leurs difficultés qu'ils ont rencontrées, et ça c'est important. Et au sein de l'entreprise, c'est vrai qu'il faut que les gens puissent s'exprimer. C'est pour ça aussi que pour les personnes autistes qui ont des fois du mal à décoder nos codes de neurotypiques, c'est important qu'ils aient un référent. Alors ça peut être leur N+1, mais ça peut être le collègue d'à côté. Ça c'est important qu'ils aient un référent pour que dès qu'il y a un truc qu'ils ne comprennent pas bien, ils puissent aller vers lui, dire voilà, est-ce que j'ai bien compris la question? Parce que trop souvent on peut parler au 2e degré.
D'accord? Sauf que le deuxième degré, la personne Asperger, elle peut le comprendre pour certains, mais certains n'y ont pas tout à fait accès. D'accord? Moi, Arthur, là, le jeune qui travaille avec moi, enfin, il a 30 ans aujourd'hui. Donc Arthur, qui était dans mon équipe, c'est vrai qu'au début, il faisait pas d'humour parce qu'il avait du mal à bien capter les détails. J'ai déjeuné avec lui il y a 15 jours. Il éclate de rire, il fait plein d'humour aujourd'hui. Voilà, parce que il a été 3 ans avec moi. Et qu'il s'est déridé, comme on dirait l'autre, et puis il s'est vraiment intégré dans l'équipe. Voilà, et c'est vrai que, ben oui, au début, combien de fois il venait me voir pour me poser des questions, et puis après, bon, j'ai essayé que le référent ne soit pas moi parce que je savais que j'allais partir. Donc du coup, ça a été une adjointe-chef qui était un peu mon bras droit de la chancellerie, qui était son référent. Et donc ça, c'est important, si vous voulez, qu'il y ait cet échange-là. Et c'est pour ça que le référent, c'est important, parce que ça va permettre d'avoir cette dynamique de groupe, encore une fois, et puis surtout que la personne qui est en difficulté dans ses relations sociales, d'interpréter ses relations sociales, eh bien, il faut qu'on lui donne les clés, voilà. Et si on lui donne les clés, eh bien après, ça se passe vraiment bien. Voilà. Donc c'est vrai que la paire aidant, c'est important, parce que, enfin, moi j'ai accompagné les armées pour le milieu du travail, et c'est un petit peu le rôle des job coachs, d'accompagner, vous le faites Françoise au quotidien, auprès des entreprises. Donc ça, c'est important. Mais il faut pas oublier que ces personnes-là, en dehors du travail, elles ont une vie. D'accord? Et donc, il n'y a pas partout des SAMSA ou des GEM. Et donc, ces gens-là, il faut aussi qu'ils arrivent à trouver, voilà, des repères au-delà de la famille, pour avoir une vie classique. Voilà. Et c'est ça qu'on doit encore développer. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais parce que bon, un psychiatre spécialisé vraiment là-dessus qui a évoqué ce sujet-là. Mais aujourd'hui, pour les enfants autistes, on a à peu près 20% de réponses adaptées. D'accord? Pour les adultes, on est encore à 3%. D'accord? Donc tous ceux qui sont sur le haut du spectre, qui n'ont pas de handicap mental associé, eh bien ceux-là, il faut qu'on les aide au maximum, parce que c'est eux qui vont tirer tout le monde vers le haut. Voilà, y compris nous, qui sommes neurotypiques. Voilà. Moi, je le dis souvent, c'est grâce à eux que j'ai appris beaucoup de choses aussi. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve ça positif. Et en même temps, ils sont tous différents. Voilà. Pour autant, en les observant, on va capter plein de choses qui vont pouvoir nous servir. Donc ce principe de toujours réutiliser notre vécu et d'en tirer les leçons pour voilà, s'interroger, essayer de se mettre à leur place, comme disait Temple Grandin, voir avec les yeux de la vache. D'accord, voilà, c'est voir avec les yeux de l'autre. Donc la théorie de l'esprit, hein, ce qui est compliqué souvent pour les personnes autistes. Hein. Voir avec les yeux de l'autre, c'est vraiment compliqué pour eux. Voilà, donc ces aspects-là, moi, je trouve les trouve très très positifs. Mais cette dynamique qu'on peut avoir dans une entreprise, si on met les bons accompagnements à côté, ben voilà, c'est vraiment un jeu gagnant-gagnant, quoi. Et justement, vous en parlez là. Je pense qu'il est important aussi de pas séparer vie personnelle et vie professionnelle. Donc l'accompagnement, on parlait d'interdisciplinarité, qu'il y ait aussi un accompagnement à la vie personnelle, parce que des étudiants, par exemple, et j'ai un cas précis d'une étudiante qui a cessé toute formation parce qu'elle est partie loin de chez elle, loin de ses parents, avec des changements, et pourtant elle était brillante. Et ça a débouché sur une dépression et un arrêt dans les études qu'il a fallu après reconstruire. Donc prendre en compte la vie personnelle aussi, et pas seulement la vie d'étudiant ou la vie dans l'éducation et la vie professionnelle. Et c'est ce qui est fait, on peut l'évoquer, le programme Atypie Friendly à l'université. Le ministère des Armées travaille un peu en partenariat. C'est aussi un programme, je ne sais pas si vous le connaissez, il est développé nationalement, il est issu de Toulouse, mais de très nombreuses universités ont rejoint le programme, dont celle de Tours récemment. Et cet accompagnement permet d'anticiper justement, de faire jouer l'interdisciplinarité et
d'accentuer la connaissance de l'autisme. Donc peut-être Madame Lavergne, vous avez quelques éléments sur votre partenariat, même s'il est juste peut-être en ce moment sur des stages ou des... Oui, nous sommes depuis plusieurs années partenaires non seulement d'AFG Autisme, mais aussi du programme Atypie Friendly, et on accueille au ministère des Armées des stagiaires, donc des étudiants qui sont présentés par Atypie Friendly, par certaines universités. On essaie aussi d'accueillir dans le cadre du DOD des étudiants autistes, présentés par Atypie Friendly, et pour faciliter cet accueil, on propose même de définir des dates en fonction des disponibilités des étudiants, parce qu'ils ne sont pas forcément disponibles le jour du DOD. Moi, je voulais parler au-delà de mon expérience de délégué handicap, de la connaissance que j'ai de certaines situations d'étudiants autistes qui ont poursuivi leurs études à l'université après une réorientation. Alors, c'est pas facile quand on arrive. Là, il s'agissait de BTS, d'étudiants qui arrivaient directement en licence. Il faut à la fois découvrir le fonctionnement de l'université, bien le comprendre, et ensuite essayer de comprendre quels sont les besoins d'aménagement que l'on doit demander. Il faut présenter ces demandes d'aménagement tout de suite, alors qu'on ne connaît même pas la formation que l'on va suivre et son fonctionnement. Donc c'est quand même pas facile de savoir de quoi on a besoin, et puis se présenter à chacun des professeurs, et il y en a beaucoup. Il y a des permanents, mais qui sont relativement faciles à contacter, mais il y a aussi des vacataires qui sont pas souvent présents et pas toujours faciles à joindre, et quand on est autiste, aller faire toutes ces démarches pour se présenter, ça coûte vraiment beaucoup. C'est un gros effort, et parfois, heureusement, il y a des référents Atypie Friendly dans l'université qui peuvent aider, qui peuvent faciliter ces démarches. Voilà. Donc, ce que vous dites, après je te donne la parole, mais ce que vous dites, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on peut venir voir le ministère des Armées pour demander des stages ou des immersions. Ok, parfait. Après, sans oublier les délais, parce que c'est quelque chose qui est important. Dans les armées, on rentre pas comme ça. C'est pas open bar. Voilà. Donc il y a des problèmes d'habilitation déjà. Donc là, l'habilitation, on doit s'assurer que par exemple vous n'êtes pas fiché S. Non. Mais oui, non, mais ça paraît comme ça. Oui, mais ça arrive. Voilà. Et donc il faut vraiment anticiper. Et encore une fois, c'est pas au mois de janvier qu'il faut se soucier du stage de février. D'accord. C'est 6 mois, 1 an avant. Voilà. Où est-ce que je vais faire mon stage l'an prochain? Voilà. Plus anticiper, mieux on pourra préparer l'accueil des gens. Parce que ce soit les armées ou même les entreprises en général, mais les armées en particulier, arrêtez, on est très ouvert là-dessus. On a dit, on a fait plus de 90 contrats d'apprentissage l'an dernier. Pourtant, c'est une petite entité dans les armées. Bon, et là-dedans, il y en a quelques-uns qui sont Asperger, autistes. Bon, il y en a que j'ai pu accompagner sans demander de fonds, ce qui fait que c'est pas remonté au niveau central. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais encore une fois, il faut anticiper au maximum. Tout ce qui est anticipé, mieux c'est. Juste pour rebondir sur la notion d'aménagement, nous sur le Greta, on est un établissement public, mais on travaille avec la GFIP. Une des particularités sur les accompagnements et sur ces aménagements pour des personnes, alors je parlais au sens large, des personnes en situation de handicap, on fait des points d'étape. Il y a un premier diagnostic qui est fait en général 15 jours avant l'entrée en formation pour savoir quel type d'aménagement on peut mettre en place. À 2 mois de l'entrée en formation, on continue et on réadapte l'aménagement, et aux 3/4 du parcours, on voit s'il y a d'autres besoins identifiés. Alors, c'est vrai, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous l'avez dit, Madame Lavergne, la notion de référent est absolument indispensable. J'avais cette jolie casquette, parce que j'ai fait plein de découvertes. Je ne savais pas ce que c'était que de monter un dossier de ASF. J'ai découvert l'énergie que ça pouvait être de mettre en place. Et vous parliez, André, tout à l'heure d'anticipation. On est actuellement sur un recrutement avec l'armée sur des habilitations. Et effectivement, c'est une alternance qui doit commencer le 18 septembre exactement, et l'armée nous a gentiment demandé d'anticiper 1 an avant pour avoir les habilitations.
mais c'est le même problème avec le CEA, puisqu'on travaille aussi avec le CEA de Mont, avec le diagnostic de la situation familiale qui prend un tout petit peu de temps quand même. Mais c'est un joli challenge qu'on est en train de relever également. Donc l'anticipation, mais l'aménagement est absolument indispensable. Je voulais juste, par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, compléter. Le référent, 100% d'accord. Malgré tout, dans les entreprises, il y a des gens qui sont pas super bienveillants parfois. Et donc, faut être extrêmement vigilant, en fait, sur le référent qui est choisi et sur comment le référent évolue. Parce que moi, c'était mon directeur qui était mon référent. Et quand il a décidé d'être malveillant, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, je sais plus. Elle reviendra peut-être. Mais voilà. Oui, mais arrêtez, les deux doivent s'adopter, entre guillemets. Voilà. Oui. Que ce soit le référent et le référé. Mais malgré tout, il peut y avoir des situations ou des évolutions dans l'entreprise qui font que la personne, elle a plus forcément intérêt à accompagner l'autre personne. Enfin, voilà, il y a des pratiques aussi je veux dire, ça rejoint un peu les mêmes choses, hein, parce qu'on est sur on est sur des problématiques de santé mentale ou de pratique ou de comment dire, enfin tout ce qui va être malveillance. Enfin, je veux dire je trouve plus le mot parce qu'il est tard. Le harcèlement moral, parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement mal identifié en entreprise, et donc ça peut aller très très vite en fait, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire un pas de côté, si vous voulez. Si jamais ça se passe pas bien avec cette personne-là, mais il faut pas hésiter à changer de référent. Et ça, on le prévoit, nous, là, je l'ai présenté très brièvement, puisque Françoise m'a hyper restreint en 20 minutes. Je lui ai demandé 2 heures. Et demandé 2 heures, elle me donne 20 minutes. Bon, donc c'était un peu compliqué, donc là, maintenant, je me rattrape un peu. Mais arrêtez, oui, nous, on le prévoit, ça. On dit toujours à l'entreprise, et aussi à la personne qu'on accompagne, là, Gabriel, qu'on vient de recruter, qui a commencé le 1er mars. D'un côté comme de l'autre, attention. Si jamais vous voyez que ça va pas, vous nous le dites, et puis on voit pour trouver un autre référent. Et mais madame, c'est comme les personnes autistes en France, on ne choisit pas qui va les accompagner. Vous êtes dans certains pays, c'est elles qui choisissent qui va les accompagner dans la structure. Mais madame, le nom est trop compliqué pour moi. Mais en fait, on a aussi, les autistes, ils ont une fragilité particulière en lien avec le déficit d'attention, le déficit de théorie de l'esprit, à être soumis à la malveillance en fait. Et on ne sait pas forcément comment se défendre. Donc c'est une double attention en fait à avoir, parce qu'on a ce profil-là et parce que ça peut arriver dans l'entreprise. Oui. Je me permettais de réagir par rapport aux pratiques managériales. Je pense que au niveau des pratiques managériales, en fait, c'est un métier, être manager, et c'est un métier où on est censé s'adapter aux personnes qu'on gère, parce que ça reste des ressources humaines, et donc quel que soit le handicap ou les particularités psychologiques, en fait, notre métier, c'est vraiment d'essayer de conjuguer des talents et des potentiels de manière à pouvoir servir la performance de l'entreprise. Mais c'est déjà la description d'être un manager, en fait, et en dehors de tout type de handicap. Et je pense que parfois on l'oublie tout simplement. Ou alors le poste même de manager, en fait, ça devient une évolution naturelle en termes de progression, sans forcément d'être une compétence ou un métier. Et c'est là où en fait on peut tomber dans des difficultés d'accompagnement, de particularités qui nécessitent plus d'attention. Mais il faut changer de manager. Après, juste dire qu'il peut exister des managers avec des profils autistiques, comme il peut exister des enseignants, et d'ailleurs ils sont assez représentés dans la filière de l'enseignement, qui ont des profils autistiques. Donc on peut les accuser aussi de être pas bien, alors qu'ils sont eux-mêmes, ils ont besoin eux-mêmes d'être compris. Donc ça aussi, il faut aussi, c'est délicat en fait, je crois. Bonsoir. Je voudrais revenir à l'enseignante qui a parlé. Moi aussi, à l'établissement où je travaille, j'avais eu l'occasion d'être référent des stages de 2 jeunes en formation. Ces 2-là, j'ai constaté qu'ils ont des problèmes de comportement. Et dans le service où je travaille,
il y avait difficulté, manque de considération, manque de respect, et surtout, d'après le voix qui circule, ils voulaient même mettre en marge. Alors, j'essayais de comprendre leur situation, mais c'est très difficile, leur insertion au niveau du service. Sur ce, ça m'arrive à réfléchir maintenant, d'après notre discussion. Je m'adresse à vous, je ne sais pas, est-ce que, en face situation, telle situation de jeunes en formation, qui a vraiment des ailes, des convictions desserrées au niveau de profession, est-ce qu'il y a la loi en France qui peut aider ces gens en telle situation, ou je ne sais pas, parce que nous avons évoqué beaucoup de problèmes, mais on n'a pas encore parlé qu'est-ce que dit la loi devant telle situation. Merci. La loi, elle est dans l'obligation d'emploi. Après, il y a la loi et la réalité. Et c'est vrai que dans la réalité, ça ne se passe pas comme la loi le dit. Après, je vais laisser André répondre. Bon, là, on n'a pas de juriste, et puis en même temps, si vous voulez, là, pour pouvoir avoir un avis, il faut avoir beaucoup plus de détails de la situation elle-même, si vous voulez, parce que un trouble du comportement, est-ce que c'est un manque d'éducation en amont? Est-ce que c'est un handicap, ce qui fait que la personne n'y peut pas grand-chose? Le fils de mon épouse, qui est de mon deuxième garçon, lui, dès qu'il est frustré, il va se mordre au sang. D'accord? Donc, moi je l'ai connu, il avait le poignet en sang en permanence. Du Cicatril, on a acheté des tonnes. On a dû acheter des actions de chez Cicatril, on aurait gagné de l'argent, quoi. Mais donc, ces troubles du comportement, lui, il n'y peut rien. Dès qu'il est frustré, dès qu'il y a un son qui est dans une certaine tonalité, ça le perturbe tellement que lui, il explose, si vous voulez. Donc, il peut avoir des réactions exacerbées. C'est comme nous, neurotypiques, mais puissance 10. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui est derrière? Est-ce que c'est autre chose? Parce que, bon, je veux pas tirer sur l'éducation nationale, mais aussi sur les parents, parce que il y a des moments où, quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui, on se dit, on a peut-être loupé un coche, là. D'accord? Parce que quand on voit la délinquance qu'on a dans certains endroits, quand on a vu au mois de juin, tous les magasins qui ont été pillés, bon, là, on a un problème d'éducation, quand même, derrière. Donc là, la loi, elle intervient. Parce qu'on a enfreint la loi. Voilà. Donc, normalement, le cadre de la loi nous donne une marge de manœuvre pour chaque citoyen. Bon, mais après, dans votre cas particulier, il faut vraiment étudier de près. Est-ce que c'est lié à un handicap? Est-ce que c'est lié à de l'éducation? Quelle est la responsabilité derrière? Donc là, c'est compliqué de vous répondre davantage. Ouais. Voilà. Mais en même temps, juste par rapport à l'aspect légal, je pourrais le partager si vous le souhaitez, mais récemment, on a contribué un peu collectivement à faire des guides, notamment pour la police. Pour la police qui doit interpeller des personnes qui sont dans le spectre du TSA. Donc là, ça va des bas niveaux jusqu'à des hauts niveaux. Mais parce que, encore une fois, si les gens ne sont pas formés, si les professeurs ne sont pas formés à l'autisme, à comment fonctionnent les personnes autistes, eh bien, elles comprennent pas. Et du coup, je comprends la collègue de notre professeur là, qui refusait en gros d'aménager la question, entre guillemets, alors que si jamais elle avait été sensibilisée en amont sur comment fonctionnent les personnes autistes, voilà, sauf que on peut pas être sensibilisé à tous les handicaps. D'accord? Voilà, donc c'est là où on a quand même du travail à faire. Mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir parlé, Françoise, grâce à vous, on en parle aujourd'hui. Et donc, plus on va en parler, plus on va connaître les différents handicaps. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra répéter en permanence. Voilà. Et les enfants, les jeunes qui arrivent derrière, il faudra refaire pareil. Donc, on a tout un travail d'éducation. Et je pense, pour rebondir sur vos paroles, André, c'est que on ne prendra conscience des besoins et des particularités des personnes autistes que en vivant avec elles, en les côtoyant. C'est-à-dire qu'il faut, comme je le disais en préambule, accepter l'autisme et le comprendre. Les deux font main dans la main. Si on ne vit pas avec, si on n'accepte pas, si on ne les côtoie pas au quotidien, ou du moins professionnel, ça ne marchera pas. Vous pourrez faire toutes les sensibilisations que vous voulez, elles resteront
évanescentes sans vraiment donner des informations concrètes et réelles, notamment sur les particularités de chacun qui sont différentes et pour lesquelles les équipes doivent s'adapter et ne pas se figer sur une représentation de l'autisme qu'on aurait plaqué. Et je veux revenir sur le management. Un manager, en réalité, il s'adapte à la personne qui est en face de lui. D'accord? Et on peut pas demander la même chose à tous nos collaborateurs. Ils en ont pas les mêmes capacités. Voilà. Donc, en réalité, si jamais on a un bon manager, on fait du cas par cas. Mais comme dans l'autisme et comme en réalité dans la vie. D'accord? Il y a des règles générales. Mais après, on s'adapte à chaque personne. Et donc, un bon manager, eh bien, si jamais il a bien identifié les points forts et les points faibles de son collaborateur, et c'est là où, quand on fait les formations de sensibilisation, j'en ai fait donc là, le dernier qu'on a recruté, mais à chaque fois, on ne fait que d'ouvrir des portes ouvertes, si vous voulez, parce que c'est l'évidence. Si jamais on s'adapte bien aux personnes, on en tire 10 fois plus d'intérêt. Voilà. Et là encore, le spectre est large, mais même les personnes de bas niveau, ils ont des capacités. Mon fils qui est non-verbal. Bien, oui. J'avais juste une réflexion. Moi, je devrais vous quitter pour un train, donc je suis désolée s'il y avait d'autres questions. Je vous prie de m'en excuser. J'avais une petite réflexion sur je me disais, il faut un trait d'union à l'extérieur de l'entreprise, il faut un trait d'union à l'intérieur de l'entreprise. Le manager comme référent, effectivement, ça semble pas forcément l'idéal, parce que d'abord, il y a un rapport hiérarchique, c'est pas l'idée, l'essence même du référent. Et quand vous disiez sensibilisation, connaissance du handicap, acceptation, tolérance, pour arriver à ne plus discriminer le handicap, quel qu'il soit, je crois qu'on a donné tous des exemples dans nos petits topos de personnes qui ont pu témoigner de leur handicap. Je pense qu'on a beaucoup appris au travers de ces personnes. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il y a actuellement aussi des professionnels qui sont en développement, qu'on appelle les pères aidants. Et ils ont peut-être aussi tout leur rôle à jouer ici, même pour faire ce trait d'union entre la personne, son handicap et l'entreprise éventuellement, parce que le père aidant, c'est comme ces personnes qui témoignent, c'est comme Joseph Chovanec, c'est comme Temple, c'est comme beaucoup d'autres. En fait, ils seront vraiment à même d'expliciter ce que la personne n'est pas forcément toujours en mesure de dire d'elle-même, parce que c'est compliqué, parce qu'on peut être en difficulté pour le verbaliser d'une part, en difficulté pour répondre à l'attente de l'employeur d'autre part, et ce père aidant, il peut être ce trait d'union-là vraiment un peu plus compétent encore pour faire connaître la personne et ses particularités. C'est peut-être le retour à ce sentiment d'appartenance dont on parlait au départ, c'est-à-dire appartenir à un groupe de pairs qui comprend et qui est comme nous. Je voulais réagir justement en matière de cybersécurité. C'est une pratique assez courante puisqu'on pratique souvent le mentorat entre pairs et effectivement à travers différentes associations, on accompagne des profils qui découvrent des métiers pour répondre à différentes typologies des questions en fait. Ça peut être des questions d'orientation, de spécialisation ou même de développement de compétences. Et c'est une pratique effectivement, en tout cas sur la partie cybersécurité, qui se développe et qui se maintient beaucoup. Juste pour dire qu'en Centre-Val de Loire, on a un réseau de pairs aidants qui existe depuis 3 ans. Donc il y a Muriel qui est là-bas. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont là, qui font partie, mais on est une 50aine. Peut-être un peu plus maintenant, et on essaie de trouver comment s'organiser, comment se structurer, comment répondre aux demandes qui sont d'abord des demandes qui sont issues du médico-social dans un premier temps, mais qui pourraient venir d'ailleurs. Voilà, donc il y a une structure. Voilà, donc ça s'appelle réseau de pairs avec un 2 en fait, et ça existe. Et ici, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est la notion de conscientisation. Parce qu'en fait, pour progresser, il faut conscientiser. Et nous, en fait, on n'a pas le choix on est obligé de conscientiser. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait d'un côté une vraie force. En entreprise, ça peut être un tout petit peu embêtant parce que les gens, ils n'ont pas forcément envie d'entendre ce qu'on a à leur dire. Mais Ok, je crois qu'on va conclure. Je vous remercie tous d'être venus. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues de loin. Et on va arrêter. Ok, allez-y.
compléter par rapport à ce que André avait dit sur l'accompagnement en dehors de l'entreprise pour les personnes autistes. Ça peut aller aussi jusqu'à le logement inclusif, parce qu'une personne autiste qui a des difficultés dans leur logement, c'est une source de stress énorme, et après il a du mal à être opérationnel quand il travaille. Donc en France, on est très 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 à la traîne en logement inclusif. Il y a un gros travail à faire de ce côté-là pour développer les sources de logement inclusif. Très bien, je vous remercie. Je remercie tous les co-organisateurs. Je le remercie Anne-Laure Bauer et Cindy Troussereau du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés qui m'ont soutenu pour toute cette organisation. Tout le visuel a été créé par Cindy et c'est très joli, je trouve, très réussi. Et puis peut-être Stéphane, vous voulez conclure En tout cas, ces rencontres seront renouvelées sur une thématique professionnelle différente dans 1 an et demi ou 2 ans. Je l'espère. Donc non, merci à tous les intervenants, merci à vous tous d'être venus participer à ces rencontres. L'objectif de ces rencontres, c'est de partager des connaissances, des expériences, des réflexions, des enjeux, mais avec pour finalité de passer à l'action. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, on a parlé de métiers sur lesquels il y a des vrais besoins, des besoins critiques, des difficultés à recruter. Le profil des personnes autistes, et notamment Asperger, peuvent matcher dans un certain nombre de cas, répondre à ces besoins. Donc il faut, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, créer la rencontre. Moi, les principaux les 2 ou 3 points majeurs que je retiendrai, c'est donc l'adaptabilité, c'est-à-dire que les employeurs doivent s'adapter pour aller chercher les personnes dont ils ont besoin. Il y a la notion d'anticipation qu'on a évoquée aussi à plusieurs reprises. Il faut préparer ces recrutements, il faut préparer ces accueils. L'accueil de ces personnes au sein des organisations. Et puis le dernier point, on a parlé un peu plus dans la deuxième table ronde, mais de management. Et je suis absolument convaincu, je crois qu'André l'a dit, alors pas exactement comme ça, mais la même idée. C'est un peu une école de vertu pour le management. C'est-à-dire que accueillir des personnes autistes dans son équipe, ça demande effectivement de manager le mieux possible, mais en fait de la façon dont on devrait manager en permanence, quelles que soient les personnes qu'on a dans son équipe. Et le dernier point, 4e, une notion alors qu'on n'a pas abordée en tant que telle, mais moi je crois beaucoup à la performance collective, et je suis intimement convaincu que d'intégrer dans une équipe des personnes qui ont un mode de fonctionnement différent, qui pensent différemment, qui raisonnent différemment, qui ont une sensibilité différente, ne peut être que bénéfique pour la performance collective. Et c'est une notion qu'il faut qu'on pousse davantage peut-être. La performance collective, c'est pas la somme des performances individuelles, c'est le travail d'une équipe au complet. Donc merci encore. Et la main dessus, comme on dit. Voilà, vous pouvez venir boire et manger quelque chose. Voilà, merci Pascal. Je t'aide, tu es référente pédagogique. Ça aide. Oui, ça aide. Voilà.